Papa, bonjour. Nous voici dans une constellation inhabituelle et originale. Je suis ton fils, André Stern, un enfant de 48 ans qui se réjouit beaucoup de pouvoir se présenter en tant qu'enfant. Toi, papa, Arnaud Stern, tu es en tous les domaines un grand exemple pour moi, un grand modèle. Mais je tiens à préciser cependant que je n'ai pas du tout le désir d'être toi, ni même d'être comme toi. Il s'avère qu'au cours de toutes ces années, sous mes yeux, tu es tellement toi que tu m'as donné envie d'être autant moi que tu es toi. Pourrais-tu nous raconter comment tout cela a commencé? Plus exactement, pourrais-tu remonter à ton enfance et nous raconter ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, je suis né après la Première Guerre mondiale et avant la Seconde Guerre mondiale, dans la période intermédiaire. Alors, je suis né en Allemagne, puisque mes parents étaient allemands, et c'était la fin de l'inflation, parce que la guerre a eu une période extrêmement cruelle. Vraiment, c'était un massacre, la Première Guerre mondiale déjà, presque aussi grave que la Deuxième Guerre mondiale. Et puis a suivi la ruine de l'Allemagne, l'inflation. Les gens ont été appauvris. Et mon père a été dans cette situation, bien sûr. Et j'étais enfant unique, et je le suis resté d'ailleurs. Tu es né en 1924. En 1924. Dans la ville de Kassel, en Allemagne. Exactement, dans l'Allemagne du Nord, où mes parents se sont installés. Au début, mes parents ont vécu assez humblement, et puis plus tard, quand la situation s'est stabilisée, nous avions, dans une maison moderne, un appartement et une vie, on peut l'appeler une vie décente, une vie normale. C'est dans ce lieu-là que tu as reçu une voiture rouge à pédales, oui, qui a hanté toute mon enfance. Alors, la voiture rouge était un cadeau d'un oncle, donc du frère aîné de mon père. Je l'ai reçue, elle était à pédales, et j'ai naturellement beaucoup conduit cette voiture. Dans la cour, nous habitions, c'était 3 maisons modernes construites l'une à côté de l'autre, avec une cour, avec un jardin commun, avec une allée. Et mon jeu de prédilection, c'était de conduire cette voiture. Et cette voiture, un matin, donc, je jouais à conduire et ma mère m'a appelé, m'a dit « Arnaud, viens vite ». Et j'ai dit non, il faut d'abord que je gare ma voiture. Et ma mère m'a répondu non, 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 laisse-la et viens vite. J'étais un enfant très, très obéissant et très confiant. Si ma mère me disait de venir, c'était naturellement, ça ne se discutait pas. La voiture rouge laissée, non garée, dans la cour de cet immeuble, ça m'a toujours torturé. J'avais toujours envie d'imaginer que j'allais la garer au moins. Et puis, tu avais quitté ta voiture. Oui. Cet événement très symbolique, très caractéristique, parlons de l'histoire. C'est donc 1933, oui, la prise de pouvoir d'Hitler, oui, et ton père qui entend le discours, oui, d'investiture et qui dit « Nous quittons ce pays ». Et qu'il a véritablement fait. Ah, il l'a fait, il a tout laissé. Alors que tous ses collègues et ses amis et sa famille lui disaient « Tu es décoré militaire suite à ton engagement pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Il ne peut rien t'arriver, tu es complètement fou. À l'abri, oui. Et puis fou de vouloir quitter le pays. » Il l'a pourtant fait. Il l'a fait parce que mon père avait... il ne réfléchissait pas. Mon père faisait les choses très brutalement, très brusquement, par intuition. Il était conduit. Moi, je disais que mon père était conduit par un ange et qui lui dictait sa conduite. Et toute l'histoire de mon père a confirmé ce fait, c'est que mon père avait toujours raison quand il faisait quelque chose. Donc nous sommes en France, dans une ville près de la frontière, oui, dans une ville alsacienne pour cacher votre accent germanique.
où tu commences donc ta scolarité comme un enfant de 9 ans au milieu d'enfants qui en ont beaucoup moins. 6. 6. Oui, Parce que tu parlais pas la langue. oui, Des enfants qui t'ont battu parce que tu étais un Allemand. oui. Oui, ça a commencé comme ça. Parce que tu étais un Allemand, tu étais l'ennemi. Oui, mais comme j'étais un enfant zélé, un très bon élève, et que j'avais la réputation d'être un bon élève, j'étais quand même respecté plus tard. Alors, il y a eu une petite anecdote que je peux conter. Mes grands-parents m'envoyaient dans des enveloppes des timbres allemands. Il faut dire que le régime nazi, qui tenait beaucoup à la propagande, a émis des timbres à toute occasion sportive ou culturelle, quelle qu'elle soit. Et naturellement, les enfants qui faisaient collection de timbres étaient très friands de ces timbres allemands. Et j'en ai distribué autour de moi. Et c'est comme ça que je me suis acheté pratiquement une réputation parmi les élèves, parmi les enfants de l'école. Mais ça, c'était au commencement seulement. Après, quand j'ai commencé à parler le français et quand je suis devenu un élève exemplaire, ils m'ont respecté à cause de ma réputation, à cause de mes qualités. Cette période relativement paisible, une enfance pauvre mais paisible, dure jusqu'à quelle année? Alors, mes parents étaient dans une démunition absolue. Mon père n'avait pas le droit de travailler, donc il n'avait pas le droit de gagner de l'argent, et souvent nous n'avions rien à manger. Nous étions vraiment plus pauvres que les pauvres de la ville. Mais mon père a quand même trouvé le moyen de subvenir à nos besoins, et nous avons pu survivre. Plus tard, la situation a changé, et plus tard, tout s'est normalisé. Et finalement, si la guerre n'était pas arrivée, nous aurions mené une vie bourgeoise parmi les bourgeois de la ville. Et puis moi, j'aurais fait des études et je serais devenu quelque chose. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que la Deuxième Guerre mondiale est venue, l'invasion de la France, devant laquelle nous avons fui, dans la vallée du Rhône d'abord, et puis la menace d'être arrêtés par les autorités de Vichy. Vichy, c'était donc la capitale de la France dite libre, donc non occupée par l'armée allemande, mais au service de l'Allemagne, au service de l'Allemagne nazie, et nous avons été avertis que nous étions menacés d'être arrêtés et déportés, et nous avons fui, nous avons été cachés d'abord à la campagne, chez des paysans, à la montagne, chez un marchand de bois, et nous avons travaillé là, et puis comme nous étions quand même menacés, nous avons osé nous rendre à la frontière suisse, et nous avons pu être, non pas être refoulés comme la plupart des gens qui se présentaient illégalement à la frontière, mais nous avons pu rester en Suisse. Nous avons été arrêtés et internés dans un camp de travail, et c'est là que j'ai passé mon adolescence, c'est-à-dire les 3 années de la guerre. Et puis la guerre étant finie, nous sommes retournés en France. Et pendant ce séjour dans le camp de travail, qui a remplacé donc mes études, puisque j'étais un adolescent, j'avais 18 ans, 17, 18, 19 ans, j'aurais pu faire des études, j'en aurais sûrement fait, puisque j'étais un bon élève, mais ça m'en a empêché, je dis aujourd'hui, ça m'en a préservé. Mais j'ai eu l'occasion de faire de la peinture. J'ai évité l'école commerciale et je me suis inscrit à l'école d'art. C'est pourquoi j'avais des attestations et j'avais l'idée de devenir artiste, et j'avais donc des papiers qui démontraient que j'avais fait des études d'art. Cela a été déterminant pour ce qui a suivi, car quand nous sommes revenus des camps
de travail suisse en France. Mes parents n'ont rien retrouvé de ce qu'ils avaient laissé. Ils ont recommencé une vie à zéro. Et moi, j'étais avec eux. Et puis, des amis de mes parents avaient un cousin qui dirigeait un organisme de secours aux enfants. Et il lui a envoyé une lettre pour me recommander. Il voulait m'aider. Il avait dit, comme vous êtes un jeune artiste, peut-être qu'on peut vous employer dans un foyer pour des orphelins de guerre. Et la réponse a été immédiate. Il a reçu un télégramme: envoyé, jeune homme. Je suis allé à Paris, je me suis présenté, on m'a engagé et on m'a demandé d'occuper les enfants qui avaient été réunis dans cet orphelinat, dans ce foyer qui avait été caché pendant la guerre, dans un couvent ou chez des paysans, et dont les parents avaient été arrêtés et déportés. Et puis on les a regroupés en attendant de les réintégrer dans une vie normale. C'était facile à dire, mais difficile à réaliser, parce que la France était complètement pillée, il n'y avait rien, pratiquement rien. J'ai quand même trouvé des vieux bouts de crayon, et j'ai trouvé du papier de récupération, et mon idée c'était, je fais dessiner les enfants. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait dessiner les enfants, et puis, très curieusement, alors que tout était rationné, les chaussures, les vêtements, le pain, enfin tout était rationné, mais on a vite fabriqué de la peinture. Tout de suite après la guerre, il y a eu de la peinture. J'en ai acheté, j'en ai donné aux enfants. Ils ont peint, et ça a été délirant. Ça a été un événement que je ne pouvais pas imaginer, que je ne pouvais pas prévoir, mais qui m'a enthousiasmé. Et puis, la maison a fermé, parce que les enfants étaient accueillis par des familiers qui ont survécu à la guerre et qui les ont acceptés. Et puis, moi, je suis retourné chez mes parents d'abord, et je rêvais d'un atelier pour les enfants. Je voulais continuer ce qui m'a tant enthousiasmé dans cette maison d'enfants. Et dès que j'ai pu, j'ai installé à Paris, en ville, un atelier pour les enfants. Mais j'ai aussi observé des choses qui m'ont frappé, notamment que tous les enfants représentent les mêmes choses. Ça, c'était mon premier constat. Donc, j'ai fait un inventaire. Voilà le commencement de mon travail d'étude. Je ne l'ai pas envisagé, mais il s'est imposé à moi. J'étais le témoin de cette manifestation, de ces faits extraordinaires. Ils étaient extraordinaires. Il faut dire que j'ai constaté aussi une chose, c'est que ce qui se traçait dans le clos-lieu, chez moi, était différent de ce qui se faisait ailleurs. Ailleurs, c'était à la maison, à l'école maternelle, par exemple. Et j'ai, premièrement, constaté que les enfants faisaient chez moi ce qu'ils ne faisaient pas ailleurs. C'était dû à quelque chose, c'était dû aux conditions dans lesquelles je les faisais jouer. Donc, tu constates l'apparition, tout d'abord, tu pensais de ce que tu appelles aujourd'hui des objets-images, c'est-à-dire les enfants font les mêmes images, dessinent les mêmes choses, oui. Ceux qui viennent chez toi dans le clos-lieu. Oui. Du coup, tu te poses une certaine question, et d'aller à la recherche de la réponse à cette question a été le début de ton travail scientifique. Quand je reçois des personnes et que nous parlons du jeu de peindre, de leur dire, voilà, quels sont les objets que représentent ordinairement les enfants. Et infailliblement, les personnes que j'interroge répondent le plus souvent en disant, ils font la maison, le personnage, le soleil. Je les arrête. Je dis, bon d'accord, c'est très bien. Et quelques autres objets. Et je leur dis, comment font-ils la maison? Ah. Et on me répond en faisant ce geste, un toit triangulaire et un mur carré en dessous. Bien, les enfants font cette maison, mais est-ce que les enfants voient une telle maison? Est-ce qu'ils habitent une telle maison? Mais non, aucun enfant
n'habitent une telle maison, surtout pas des enfants qui habitent une ville. Et ils ne voient pas une telle maison. Donc, c'est absolument erroné de dire que l'enfant reproduit ce qu'il a enregistré. Autrement dit, ce qui sonne très bien mais qui est faux, que l'expression serait la conséquence de l'impression. Ce n'est pas comme ça. Et donc, ayant constaté cela, puis la récurrence de certains objets dessinés par les enfants, Oui. tu es parti pour aller aux Indes et tu es arrivé en Amérique. Tu as donc décidé d'aller voir ce qu'il en serait auprès de populations que je qualifierais d'épargnées, Oui. que d'autres qualifieront de primitives, des populations en tout cas qui n'avaient pratiquement jamais vu l'Occident, l'homme occidental, voire jamais, et qui en tout cas n'avaient jamais tracé. Et tu es donc allé les voir Oui. pour savoir comment elles dessineraient les maisons. Et si Par exemple, elles dessineraient des maisons aussi. je savais donc que les enfants ne reproduisent pas ce qu'ils ont enregistré. Mais il fallait bien qu'il y ait une origine. Il fallait bien que quelque chose soit à l'origine de cette trace, puisqu'elle était la même chez tous. Et c'est en poursuivant cette idée, c'est en cherchant la réponse à cette question que j'ai découvert qu'il y avait une origine commune qui est la mémoire organique. Mais ça, tu n'as pu le découvrir qu'après les voyages. En même temps, je savais en tout cas que la trace de l'enfant n'est pas tributaire d'impression, mais qu'elle naît à l'intérieur de la personne et qu'elle ne sert pas à communiquer, mais seulement à manifester quelque chose pour laquelle il n'y a pas d'autre moyen d'expression. Et la chose se montre selon des processus précis, programmés, Oui. des évolutions qui sont les mêmes Oui. chez tous les enfants que tu pouvais observer en France ou en Europe. D'où la question, qu'en serait-il auprès de populations qui n'ont jamais ni tracé ni vu la trace? Bien sûr, c'est difficile d'ajouter un langage, mais un langage qui ne sert pas à faire savoir, qui ne sert pas à montrer. C'était difficile. Et j'ai trouvé un autre terme, la formulation, qui me satisfait entièrement. Donc la formulation, c'est une manifestation spécifique qui se produit dans certaines conditions. Il m'a fallu déterminer ces conditions. Je l'ai fait aussi et je le mentionnerai, je vais déjà le dire maintenant, c'est la spontanéité. C'est-à-dire non pas l'intention, mais quelque chose qui est hors de l'intention, qui s'impose à la personne et qui est à l'intérieur de la personne et qui n'est pas propre à un don, à une aptitude, ou qui n'est pas empêché par un manque de savoir-faire, mais qui est tout à fait en dehors de ces considérations, puisque ça n'est pas du tout du domaine artistique. On peut être doué pour l'art, on peut prétendre ne pas savoir dessiner, parce qu'on ne sait pas dessiner comme Michel-Ange ou comme Picasso, mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas du tout de cela, qu'il ne faut jamais appliquer ces critères-là à ce que j'appelle la formulation. Donc là, c'était ouvert pour moi une voie et je cherchais toujours des réponses à toutes les questions qu'on me posait. Je me suis dit ceci, les enfants qui viennent peindre dans le clos-lieu, d'où viennent-ils? Ils appartiennent tous à la même société. Il est vrai que j'avais des enfants qui venaient de Suède, des États-Unis, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, etc. Mais leur manière de vivre était semblable. Parce que qu'on soit à Madrid ou à Paris, l'enfant est entouré des mêmes choses. Donc il n'y a pas une très grande différence. Mais je me suis dit, mais tous les enfants ne vivent pas de cette manière-là. Et je me suis dit, qui vit différemment? Eh bien, les nomades dans le désert. Et ça, c'était ma première interrogation. Est-ce qu'un enfant nomade dans le désert représenterait les mêmes choses qu'un enfant qui vient dans le clos-lieu, qui habite la ville, ou d'autres choses, peut-être, ou les mêmes choses, mais d'une manière qui serait
propre à sa culture, propre à sa manière de vivre. Personne n'était en mesure de répondre à ce questionnement, parce que personne ne s'était posé cette question. Je suis allé à travers le monde, j'ai visité des populations que j'ai appelées épargnées. Je dis épargnées parce que déjà à l'époque, dans les années 60 et quelques, quand j'ai entrepris ces voyages, déjà à cette époque-là, beaucoup d'enfants, même des nomades dans le désert ou même des habitants de la brousse, étaient scolarisés et on leur imposait une manière de dessiner comme on leur imposait des langues, souvent une langue étrangère d'ailleurs. Bien, donc il m'a fallu aller très loin chercher des enfants qui n'avaient jamais tracé. Et je les ai trouvés. J'ai trouvé des nomades en Afghanistan et en Mauritanie, des enfants qui n'avaient jamais vu un outil traceur. Et ils ne dessinaient pas dans le sable. On s'imagine qu'ils le font, mais ils ne le faisaient pas. Donc, c'était des enfants qui n'avaient absolument pas expérimenté le geste traceur. Et quand je suis arrivé, j'ai installé la table palette, celle qui est donc au centre du clos-lieu. J'ai mis du papier, il y avait donc des pinceaux sur la table et de la couleur dans les godets. Et les enfants ont pris une feuille, ils ont pris un pinceau, ils l'ont trempé et ils ont tracé comme s'ils l'avaient toujours fait. Ça m'a étonné. Je n'avais rien à leur dire, ni rien à solliciter, ni rien à susciter. C'était automatique, ça allait de soi. Ont-ils dessiné des maisons ? Alors, ils ont dessiné... Non, alors, les enfants n'avaient jamais fait de traces. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que fait le petit enfant. Parce que cette manifestation ne commence pas par les objets images. Il est vrai que quand l'enfant grandit, il fait des maisons, des personnages, des arbres, des fleurs, etc. Mais avant d'en arriver à ça, il fait ce que j'appelle des figures primaires. C'est-à-dire, il exerce ses capacités de tracer et il parvient un jour à faire une figure ronde. Ah, c'est un grand événement dans la vie de l'enfant, qu'il soit dans la ville ou qu'il soit dans le désert. Et puis il joue avec cette figure ronde, il lui attache un trait ou il l'entoure d'une multitude de traits. Il fait ce que j'appelle une figure rayonnante, ou bien il fait un trait droit, ce qui n'est pas facile. Et il ajoute des franges, etc. Ce sont ce que j'appelle des figures primaires qu'ont fait tous ces enfants dans la forêt vierge, dans le désert que j'ai rencontré. Et puis, quelques-uns ont fait des objets, des personnages, etc. Même des véhicules, parce qu'ils ont vu peut-être un avion dans le ciel, même s'ils sont dans le désert ou même s'ils sont dans la brousse. Donc, il ne s'agit pas de savoir s'ils ont fait des maisons. Oui, ils ont fait aussi des maisons, mais pas d'une façon systématique. Ce n'est pas pour savoir s'ils font des maisons que je suis allé les voir. C'est surtout pour recueillir leurs premières traces. Et ces premières traces sont exactement les mêmes chez tous les enfants, où qu'ils vivent, dans la ville, dans le désert, dans la brousse, etc. Tu es donc allé à la rencontre de ce qu'il y a de plus universel chez l'humain, oui, de ce qui nous unit plutôt que nous désunir. Quand on met l'enfant dans une situation de confiance, au lieu d'essayer de faire entrer des choses dans l'enfant, on peut tout simplement se mettre à observer ce qui sort de l'enfant, voilà, ce qui vient de l'enfant. Et qu'à partir du moment où l'on met l'enfant dans un climat de confiance, on peut se poser la question du retour de la confiance, d'abord, mais surtout, qu'est-ce qui sort de l'enfant ? Oui, c'est aussi le respect de la vie, c'est-à-dire le respect de l'autre, certainement. Oui. C'est donc considérer l'enfant comme un autre, oui, à la même hauteur de regard, les yeux dans les yeux, et non pas comme un être inférieur qui a besoin d'éducation. C'est ça. D'ailleurs, dans les livres de pédagogie, il est écrit que l'éducation fait de l'enfant un être humain, comme s'il ne l'était pas de nature. Ça, c'est une idée
qui ne nous serait jamais venu, étant donné que nous avons une admiration pour l'enfant. C'est notre attitude. Nous admirons l'enfant, nous estimons ses capacités, nous savons qu'elles sont irremplaçables. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que ça serait dommage de ne pas le mentionner. Je voudrais dire ceci. Je demande souvent à des visiteurs, quand nous parlons de ce travail, vous vous souvenez de votre enfance? Et les gens disent oui, bien sûr. Je me souviens un petit peu de ce que j'ai fait quand j'avais 4 ans ou 3 ans et demi peut-être. Et je dis, et avant? Non. Alors, la plupart des gens se souviennent un peu vaguement de ce qu'ils ont fait un peu plus tôt, c'est-à-dire vers 2 ans et demi, 3 ans. Mais je n'ai jamais rencontré de personnes qui se souviennent de ce qu'elle a fait au préalable, c'est-à-dire dans les 2 premières années de sa vie. Mais c'est tragique, après tout. C'est quelque chose qu'il faut constater, parce que on pense que l'existence commence à ce moment-là. Mais quand on voit, quand on observe un petit enfant, je pense à mon petit-fils Benjamin, qui a maintenant dépassé 2 ans, tout ce qu'il vit chaque jour, tout ce qu'il découvre, tout ce qu'il réalise, tout ce qui se développe en lui pendant ses premières années, pendant ses premiers mois de son existence, et tout ça est perdu. On ne s'en souvient pas, ça nous échappe. Je dis que c'est comme un livre dont on aurait arraché les 30 premières pages et on le lit à partir de la page 31. On ne sait pas ce qui a précédé, mais c'est ça, c'est comme ça. Notre souvenance a une portée limitée. Et cette limite, c'est à peu près 2 ans. Puis, mais quand on pense donc à la richesse de la vie qui a précédé, et quand on pense à la vie prénatale, pendant laquelle se développent toutes les facultés, tous les organes, c'est prodigieux, cette vie du fœtus. Rien, aucun souvenir nous en reste, et la naissance même, quel événement important. Il n'y a aucune souvenance, mais nous avons, à côté de cette souvenance, une mémoire. Et ça fait très longtemps que je la connais, cette mémoire. Je l'ai appelée la mémoire organique. C'est autre chose que la souvenance. Elle n'enregistre pas des événements du quotidien, des faits que l'on pourrait décrire, que l'on pourrait raconter. C'est autre chose. Elle a mémorisé les faits de notre évolution, de notre développement. Et c'est ça l'origine de la formulation. La formulation peut être à l'occasion, bien sûr, ce que l'enfant a rencontré et qu'il a envie de revivre. Mais ce qui est la particularité de la formulation, c'est qu'elle est l'expression des enregistrements de la mémoire organique. Et la personne qui vit la formulation, quel que soit son âge, elle peut la découvrir à 30 ans ou à 50 ans ou même plus tard, ou elle peut la vivre dans toute son envergure, commençant au moment de son enfance et en poursuivant durant toute sa vie. On est capable d'exprimer ce qui est contenu dans la mémoire organique. C'est un accomplissement. Et je disais, c'est comme un livre dont on aurait arraché les 30 premières pages. Eh bien, la formulation permet de les retrouver, de retrouver notre origine, notre commencement. Et la personne qui vit la formulation retrouve son origine. Ça, c'est irremplaçable, c'est prodigieux. Et je suis heureux de pouvoir dire que j'ai créé un lieu dans lequel, grâce aux conditions particulières dans lesquelles se trouve la personne dans ce lieu, elle retrouve son commencement. Et quelle est la situation particulière? Eh bien, c'est que dans ce lieu, elle peut retrouver sa spontanéité. Qu'est-ce que c'est que la spontanéité? Alors, nous sommes élevés pour être raisonnables. Si vous dites à quelqu'un « vous n'êtes pas raisonnable », ce n'est pas un compliment qu'on lui fait, mais c'en est le contraire.
Et dans ce lieu, on n'est pas déraisonnable, mais dans ce lieu, on peut aller au-delà du raisonnable, on peut retrouver le contact avec une capacité, avec une faculté qui est la spontanéité et sans laquelle bien, on ne serait pas un être complet. Et c'est ça la particularité du jeu de peindre, c'est ce qu'on souhaite à toute personne et ça conduit à l'accomplissement. Ça vous a donc conduit à prendre la décision, maman et toi, non pas une décision contre quelque chose, mais une décision pour quelque chose. Pour ce que le penseur Ken Robinson nomme les rythmes et les rituels de l'enfance. Par exemple, ne pas interrompre l'enfant qui joue, par exemple, ne pas réveiller l'enfant qui dort. Oui. C'est ainsi que vous ne nous avez pas envoyés à l'école, pas contre l'école, mais pour les rythmes et rituels de l'enfance. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que nous avons passé notre vie ensemble. Nous avons fait en commun. Chacun à sa manière. Chacun jouait un rôle dans notre vie quotidienne. Et les enfants avaient aussi leur rôle dans la vie quotidienne. Ils n'étaient pas des êtres inaccomplis, livrés à la perfection du modèle adulte, qui leur dit ce qu'il faut faire, qui leur montre ce qu'ils doivent être ou devenir. Ce n'était pas notre attitude. Et quand vous avez découvert quelque chose, vous l'avez découvert parce qu'on vous l'a fait découvrir, bien sûr. Nous sommes allés voir une exposition où nous avons regardé un livre. Bref, nous avons bien sûr, nous avons vécu selon nos intérêts, selon nos idées, bien sûr, et nous les avons partagées avec vous. Nous avons écouté de la musique. On ne vous a pas dit « asseyez-vous, écoutez de la musique ». Non, nous avons écouté de la musique à la maison et vous y avez partagé parce que c'était agréable. Nous avons visité des expositions. On vous a invité à nous accompagner et vous n'avez jamais été déçus. On ne vous a pas dit, vous devez aller voir une exposition Picasso ou Rembrandt ou tissu ancien ou que sais-je. Non, vous nous faisiez confiance comme nous vous faisions confiance. Nous n'avons pas établi un programme. On ne doit pas enfermer les enfants dans un programme. Les enfants sont respectables et on doit les encourager à être eux-mêmes. Ne pas envoyer ses enfants à l'école ne veut pas dire les garder à la maison, ne veut pas dire remplacer le rôle de l'enseignant à la maison, c'est-à-dire l'idée que ce sont soit les adultes qui dominent l'enfant, soit l'idée inverse qui a été développée par la génération hippie à une certaine époque, qui était l'idée que l'enfant roi, fruit du laisser-faire, l'enfant roi va dominer l'adulte. C'est donc l'absence de domination, donc l'absence d'agisme, et donc la réciprocité des influences et la réciprocité de la confiance. Il y a notamment une notion qu'il faut mentionner. Nous n'avons pas dit les enfants sont des êtres mineurs et ils vont devenir des adultes, donc des êtres majeurs. Ça n'a jamais été notre pensée. Nous avons toujours pensé que les enfants ont des qualités auxquelles s'ajoute la sagesse, auxquelles s'ajoutent d'autres vertus, et elles complètent ce qui existe déjà. C'est tout simple, c'est une addition et non pas une soustraction. Et ça, c'est indispensable. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui ne tolère pas la durée. Nous sommes dans un monde qui incite au changement. C'est ça, la caractéristique de la société de consommation que nous rejetons, que nous sommes forcés de rejeter, parce qu'elle ne correspond pas à l'idée que nous avons de la vie. Et nous pensons, avec conviction, que c'est la fin de la société de consommation, que nous assistons à son agonie et qu'il va venir une autre société, une société qui est basée sur une autre attitude. C'est ça
Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous irrite et qui nous surprend, ce sont les derniers soubresauts de la société de consommation. Est-ce que tu penses est-ce que c'est en accord avec ce que avec ta vision de l'avenir? Alors, je n'ai pas de vision de l'avenir, parce que je me garderai, en ayant une vision de l'avenir, de l'empêcher de devenir inattendu. Alors, effectivement, nous avons une énorme chance, et dans le prolongement de ton travail, s'effectue mon travail avec de nombreux scientifiques, nous avons la chance que de nos jours arrive un tout nouvel éclairage. Ce nouvel éclairage arrive par la science, dans un monde où ce qui est scientifiquement prouvé a tellement de poids, c'est très réjouissant. Et c'est un monde qui vient nous parler d'une nostalgie que nous portons tous en nous, qui est cette nostalgie de la confiance. Et je crois que c'est ça qui va différencier l'avenir du passé, c'est l'avènement d'une société de confiance qui va donc concerner chacun, pas seulement nos enfants, mais qui se doit de commencer par nos enfants. Malheureusement, nos enfants deviennent comme nous les voyons, ils se voient avec nos yeux, ce qui conduit à cette phrase démente qui est l'une des plus dites au monde, qui est « je suis nul en maths ». Alors, je suis nul en maths, je ne sais pas si tu l'as déjà analysé. Je, première personne, suis, le verbe être, nul. Bon, quel jugement définitif sur sa propre personne. Oui. Et c'est exactement ce qui vous a été épargné. Vous n'avez jamais été regardé comme ça, et vous n'avez jamais été élevé dans cette idée-là. Jamais, à aucun moment. Quand vous étiez tout petit, on vous a pris au sérieux comme des petits, et quand vous êtes devenu grand, on vous a pris au sérieux comme des personnes grandes. On vous a toujours respecté, et c'était réciproque. Vous n'aviez rien à nous reprocher. Vous n'aviez pas à vous venger de ce qui vous a fait du tort, de ce qui vous a été douloureux. Ce sont des situations qui ne se sont pas produites et qui prouvent que c'est possible. Ce n'est pas une utopie que tu viens de décrire. La crise de l'adolescence, je n'ai pas eu à la voir, moi, par exemple, parce que j'ai jamais eu à me battre pour obtenir une liberté que j'ai toujours possédée. J'ai jamais eu à obtenir un respect qui a toujours été présent. J'ai jamais eu besoin qu'on commence à me faire confiance et à me confier des responsabilités, puisqu'on m'avait toujours fait confiance, on m'avait toujours confié des responsabilités. J'avais pas besoin d'attirer l'attention à moi par un comportement spécifique, puisque j'avais toujours vécu sous le regard réciproque, puisque je vous voyais autant que vous me voyiez. Donc, cette fameuse crise de l'adolescence est une légende. C'est une information intéressante. C'est une conséquence. C'est une conséquence tout simplement, non pas justement d'une méthode, parce que sinon on pourrait craindre que nous soyons là en train de faire du prosélytisme, à dire si vous faites comme nous, vous aurez des enfants heureux. Ce n'est pas le cas, puisqu'il ne s'agit que d'une chose, c'est d'une attitude. Une attitude qui va conditionner la suite de l'histoire de manière différente pour chacun d'entre nous. Bien sûr. Et que chacun est capable de vivre. Autant la personne respecte son enfant, autant elle se respecte elle-même. Elle est consciente d'être respectable et pas inaccomplie. Un autre pont à construire, tu as des petits-enfants. Oui. Et je n'essaie pas de faire revivre votre enfance dans vos enfants. Je ne cherche pas à retourner dans le passé. Je sais que ces enfants sont d'aujourd'hui, qu'ils ont d'autres possibilités, qu'ils ont d'autres moyens, qu'ils ont une manière de vivre leur vie quotidiennement qui est différente de la vôtre, totalement différente. Mais ça ne me chagrine pas, je ne compare pas. J'accepte cette différence, j'accepte cette innovation, parce que je la découvre, parce que je ne suis pas fermé, je ne pars pas d'un principe ou d'un but à atteindre, je n'ai pas une idéologie à mettre en pratique. Je regarde mes petits-enfants avec, bien sûr, le même regard intéressé,
avec la même curiosité et le même sentiment que je vous ai observé quand vous avez joué, quand vous avez découvert le monde, quand vous avez grandi. Ça, oui, bien sûr. Mais je ne vous compare pas. Je sais que vos enfants sont très différents de ce que vous avez été. Ils ont d'autres qualités que celles que vous avez développées. Mais oui, c'est très bien. C'est ce qui donne la richesse à la vie. C'est ce qui est pluriel et non pas ce qui est réduit à une idée ou à une idéologie. Quelle est ta vision pour l'éducation, ou plus exactement l'enfance du futur? Et parlant de ta vision de l'enfance du futur, qu'est-ce que tu dirais à tous ces professionnels de l'enfance? L'école existe, il y a des millions d'enfants qui vont à l'école. Que dirais-tu à ceux qui font l'école? Alors, moi-même, je suis allé à l'école. J'étais un bon élève, un modèle de premier de classe. J'allais à l'école de 8h à 11h, de 13h à 16h, et je rentrais, je faisais mes devoirs, ça ne me causait pas de problème, et j'avais tout le reste du jour pour jouer. C'était ma vie quotidienne. Est-ce que les enfants aujourd'hui ont encore le temps de jouer? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Mais il y a autre chose. Il y a un domaine qui me touche personnellement et que je dois mentionner. Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'aime pas émettre des critiques, mais là, je ne peux pas m'abstenir d'attirer l'attention sur un vrai danger. Les enfants venaient dans le clos-lieu. Je vous ai dit qu'ils étaient 150 dans les années entre 1950 et 1980, et j'assistais à leur extase quotidienne, et je la vivais dans sa plénitude. C'est ce qui m'a permis, bien sûr, de découvrir tout ce dont je vous ai parlé. Ça a été extraordinaire. Un enfant arrivait et il entrait dans ce lieu dans lequel on ne peut rien faire d'autre que ce qui y est prévu, que ce qui est sa fonction, prendre une feuille, et l'enfant jouait. C'est pour ça que j'ai découvert ce que j'appelle la formulation, parce qu'elle se produisait chez chacun, sans exception. Et pourtant, c'était des enfants qui allaient à l'école. Comme moi-même, j'y étais allé. Mais on dessinait peu à l'école. On illustrait la poésie, ou on dessinait une feuille qu'on avait ramassée dans la cour de l'école. On l'a dessinée péniblement. Et puis bon, ça n'était même pas pris au sérieux, même pas noté. Oui, mais la situation a changé. La situation n'est plus celle de la naïveté de cette époque-là. Aujourd'hui, on a instauré l'éducation artistique. On entraîne les enfants au musée. On leur montre des œuvres d'artistes. On leur explique ces œuvres. On leur fait créer des parodies d'œuvres d'artistes pour enrichir l'enfant. Ce n'est pas un enrichissement. La conséquence, c'est qu'un enfant arrive dans ce même lieu fait pour le plaisir qu'ont vécu tant d'enfants au cours des années passées. Il est devant une feuille et il me pose la question terrifiante. Qu'est-ce que je dois faire? Cette question-là, un enfant ne l'aurait pas posée entre 1950 et 1980. Il allait de soi qu'on prenne un pinceau et qu'elle joue, comme le nomade du désert ou comme l'enfant de la brousse ou de la forêt vierge. Dès qu'il a eu l'occasion, il a joué, il ne s'est pas posé de questions, il n'y en avait pas de questions à poser, il n'y avait rien à surmonter, rien à éliminer. Mais l'enfant d'aujourd'hui est encombré d'idées, de théories. Alors, finalement, comme je ne lui donne pas de conseils, pas de consignes surtout, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme tout le monde, il prend un pinceau. Je veille à ce qu'il le tienne bien.
qu'il le trempe bien, qu'il s'en serve correctement. Il va faire un carré vert, il va l'entourer d'un carré rouge et il dit « j'ai fini ». Il a reproduit un devoir qu'il a exercé au musée ou à l'école, qui fait partie du programme de l'éducation artistique. Ça, c'est lamentable. Cet enfant-là, il ne joue pas. Bon, il a fait ça la première fois, mais comme il est inscrit pour une année, il va revenir une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard. Il va revenir régulièrement dans le clos-lieu. Il va se régénérer parce qu'il n'a pas perdu complètement ses facultés et le désir de jouer, parce qu'il est parmi d'autres qui pratiquent le jeu de peindre. Et donc, il va se régénérer, il va redevenir un enfant. Ça, c'est sûr et c'est réjouissant. Et pour moi, de le suivre dans ce cheminement, c'est un événement qui me fait grand plaisir. Mais les autres, les millions d'autres enfants qui sont encombrés de notions de théorie, de harmonie des couleurs, loi de la composition, etc. Ces enfants-là ne jouent plus, ils ne joueront jamais plus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des artistes ou des amateurs d'art. Non, ils n'ont rien gagné, ils ont tout perdu. Et ça m'attriste. Et pourquoi est-ce que ces enfants sont devenus comme ça? Pas parce que les adultes sont méchants, non. C'est parce qu'ils ignorent ce qu'est la véritable trace. C'est pour ça que je m'efforce d'en parler. C'est pour ça que je m'évertue à faire connaître la formulation, parce qu'il faut la sauver. Aujourd'hui, on s'inquiète pour la disparition des animaux, des insectes, les abeilles disparaissent, les papillons, les oiseaux, les fleurs disparaissent à cause du mauvais traitement en agriculture, à cause des pesticides, à cause de tous les produits qui sont nocifs, à cause du changement climatique qu'on a provoqué par une ignorance, par une mauvaise manière de se conduire sur cette terre. Eh bien, il faut ajouter aussi la disparition de la formulation, parce que quelque chose à l'intérieur de l'être est menacé. Et le jeu de peindre le régénère. Il faut souhaiter à tous les enfants de pouvoir revivre la formulation. Il faut commencer par, naturellement, arrêter cette maltraitance. Comme aujourd'hui, on lutte pour empêcher les pesticides, il faut lutter pour empêcher l'éducation artistique. Et pour moi, c'est un combat que je dois mener. Je me permets de penser que l'éducation artistique est un symptôme et pas une cause. Elle est le symptôme de toute une société et de tout le projet éducatif d'une société qui repose sur le malentendu de penser que l'enfant est le point zéro du développement humain. C'est certain. De nos jours, on sait que l'enfant vient au monde comme une bombe de potentiel et qu'un enfant peut tout devenir et tout apprendre, parce que les programmes génétiques ne sachant pas ni où ni quand nous allons venir au monde, donc ne sachant pas de quel potentiel nous aurons besoin dans l'environnement qui nous sera spécifique, nous équipent de tous les potentiels possibles afin que dans ce surplus, il y ait les quelques potentiels qui permettront la survie dans notre environnement. Autrement dit, le développement que l'on croyait du bas, point zéro l'enfance, vers le haut l'adulte, du point de vue scientifique dorénavant, on se rend compte qu'il est complètement inverse. Il va du géant des potentiels vers le petit bonsaï que sont devenus les adultes. À partir du moment où on a pris cette conscience, on change d'attitude envers l'enfance. Et je pense que l'enfant en danger que tu décris est en danger parce que toute une société, y compris l'école, et ce n'est pas une accusation de l'école est comme les autres endroits du monde. Il règne à l'école les mêmes paradigmes et les mêmes attitudes que partout ailleurs dans le monde. Mais c'est à l'école que pourrait commencer l'émergence d'un changement, d'une nouvelle attitude face à l'enfant. Et ça concernerait tout l'enfant. Si la formulation est en danger, c'est inquiétant. Parce que la formulation est l'expression
de ce qu'il y a de plus humain en nous. Donc, c'est toute l'humanité qui est en danger si la formulation est en danger. Oui, c'est sûr. Et je voudrais encore dire quelque chose à ce propos. Quand je vois un enfant qui est tellement emprunté, tellement handicapé, qui est tellement paralysé, c'est un triste spectacle. Mais ça ne me désole pas vraiment puisque je suis là pour l'aider à redevenir un enfant. Mais momentanément, c'est un spectacle déprimant. Mais par ailleurs, j'ai l'occasion de parler du jeu de peindre, de la formulation, de ce que représente de particulier ce paradis qu'est le clos-lieu. C'est accueilli d'une façon inespérée, disproportionnée. Quand j'en parlais il y a 20 ans ou 30 ans, on était sceptique. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui ne pouvaient pas accepter ce que je leur révélais. Peut-être était-ce un peu dû à ma manière de le faire, mais je ne crois pas. C'est parce qu'ils n'étaient pas mûrs pour l'entendre. Mais aujourd'hui, quand je raconte l'existence de la formulation et ses conséquences, ça suscite un enthousiasme qui atteint des proportions vraiment qui dépassent tout ce que l'on pouvait espérer. Et ça, c'est très réjouissant. Et ça me donne confiance en l'avenir. Je me dis, les gens sont désespérés, ils sont en crise. Et ce que nous leur apportons, ce n'est pas des solutions à des problèmes, ce n'est pas une thérapie qu'on leur apporte, non, c'est une révélation. C'est leur faire savoir qu'ils peuvent penser autrement, qu'ils ne doivent pas ignorer une réalité qui jusqu'à maintenant leur a été inconnue, leur a été cachée. Et quand ils la découvrent, ça suscite une autre manière d'être, une autre volonté d'être. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Ton histoire est l'histoire d'une enfance dans des conditions assez particulières. La fuite, la guerre, la peur, la précarité. Normalement, on aurait cette tendance à penser que ça t'a rendu malheureux. Et pourtant, tu dis « j'ai eu une enfance heureuse ». Ah oui. Je pense que c'est une invitation à faire à tous ceux qui s'occupent de tous ces enfants qui, aujourd'hui, vont à l'école. Je pense qu'on peut dire à tous ces enseignants, certains sont très frustrés dans leur travail du quotidien. L'école existe et il y a des millions d'enfants qui vont à l'école. Et il y a des milliers et des milliers d'enseignants dont certains sont malheureux parce qu'ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire pour les enfants, d'être ligotés par une société, une hiérarchie, des parents, des élèves, un programme, un ministère, etc. Et j'ai envie de leur dire, mais regardez, il y a des choses incroyables que vous pouvez faire, vous pouvez tout changer. Et 45 minutes dans la vie d'un enfant, 45 minutes par semaine suffisent à changer l'avenir et la vie d'un enfant. Peut-être que dans 30 ans, il ne se souviendra pas de ce que vous enseignez, mais il se souviendra de vous. Et on pourrait s'inspirer de toi, de ton enfance, de cette catastrophe humanitaire dans laquelle tu as vécu et de cet épanouissement humain dont tu parles quand tu parles de ton enfance. C'est de se dire, nos enfants vivent dans un monde qui est comme une cocotte minute dans laquelle la pression monte et monte et monte parce qu'on leur dit, il faut que tu écoutes, que tu sois attentif, sinon tu n'auras pas de bonnes notes. Et si tu n'as pas de bonnes notes, eh ben, tu ne pourras pas faire de bonnes études. Et si tu ne fais pas de bonnes études, eh ben, tu n'auras pas de bons diplômes. Et si tu n'as pas de bons diplômes, tu n'auras pas de bon travail. Et si tu n'as pas de bon travail, tu n'auras pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas de maison, pas de voiture, pas de femme, pas d'enfant, pas de mari, rien. Ça, c'est la cocotte minute. Oui. La cocotte minute dans laquelle vivent nos enfants. La cocotte minute avec le couvercle fermé. Et sous cette cocotte minute brûle le feu des attentes de toute une société. Et la pression monte, et la pression monte, et la pression monte. Et ce que l'on peut faire, chacun d'entre nous, au moment où les enfants arrivent dans notre proximité, c'est enlever ce couvercle.
je t'aime parce que tu es comme tu es. Papa, Oui, merci beaucoup de m'avoir offert une enfance dans laquelle tu m'as donné à ressentir dans le non-verbal ce je t'aime parce que tu es comme tu es. D'ailleurs, papa, je t'aime parce que tu es comme tu es. Et je te remercie d'être venu avec moi aujourd'hui sur ce plateau pour parler de cela. oui. Je pourrais dire la même chose d'ailleurs. C'est vrai.